Bonjour à toutes et à tous, bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu pour vivre une grande aventure. Tu vois la boîte que j'ai devant moi, Sleeping Gods, Distant Skies, imaginé par Ryan Laukat, l'auteur du jeu, publié en français par Lucky Duck Games en partenariat avec qui nous réalisons cette vidéo. Quand je dis la suite des aventures, c'est parce qu'on a déjà tourné. Alors c'était pas avec toi Aline, Non, c'était pas Sylvain. avec moi, mais c'était déjà Sleeping Gods. C'était Sleeping Gods. On a la boîte qui est juste derrière. Est-ce qu'on la voit dans le plan? Pas forcément, je l'attrape. Attention! Ah, gymnastique! Ouf, elle est très lourde. On vous a déjà présenté ces aventures. Non, et ce qu'on peut préciser dès le début, c'est qu'il s'agit d'un standalone. Vous n'avez pas besoin d'avoir la boîte de Sleeping Gods, vous n'avez même pas besoin d'y avoir joué pour pouvoir jouer à Distant Skies. Ryan Laukat est un auteur protéiforme, il est capable de faire plein de choses. Il fait à la fois les illustrations du jeu, avec un univers qui est dense, qui est riche, dans lequel on a envie de se plonger. Il fait le scénario de l'aventure, il fait les mécaniques, et il édite les jeux, puisque la maison d'édition d'origine, Red Raven Games, c'est sa maison d'édition. Et on a la chance d'avoir les versions françaises grâce à Lucky Duck Games. On va vous présenter tout ça dans cette vidéo. Alors comme il s'agit d'une aventure narrative, on va pas tout faire, on va pas vous spoiler l'histoire, on va juste faire un début pour vous donner l'idée de l'aventure. Ben oui, c'est le principe de notre chaîne. On essaye de vous faire vivre l'essence du jeu, ressentir un peu les émotions que vous allez avoir autour de la table pour savoir si le jeu vous correspond. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais commencer par une explication des règles. Vous allez pouvoir utiliser cette explication en faisant des pauses pour pouvoir installer le jeu, vous lancer dans la partie et savoir exactement comment ça fonctionne. Ensuite, on va faire un ou deux tours de jeu, simplement pour vous montrer de quoi il retourne exactement. Mais juste avant, on va vous parler de la thématique du jeu. Qu'est-ce qui se passe, Aline? Dans ce Sleeping Gods Distant Skies, il y a un avion en plus, cette fois-ci. Alors ça se passe à San Francisco en 1937 et on est toute une petite équipe à prendre un avion de frais. Et cet avion, il va lui arriver quelque chose. Il va y avoir un phénomène météorologique magnétique dans le ciel et on va se retrouver dans un univers brumeux, un peu bizarre, avec des bêtes primales qui nous suivent et qui essayent de nous attraper. On va réussir à atterrir un peu par miracle. Et là, va commencer l'aventure, on va avoir des choses à chercher pour pouvoir se sortir de cette situation. Et retourner à San Francisco, c'est le but du jeu, on essaye de revenir. Il y a pas mal de différences par rapport à la première boîte. Alors déjà, on a un avion, donc on va pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement dans le jeu. C'est aussi le deuxième jeu de cet univers. Il a fait plein d'autres jeux, Ryan Laukat. On va pas revenir sur tous ces jeux qu'il a réalisés, mais c'est la suite de Sleeping Gods. C'est aussi une digestion des mécaniques. Vous allez voir qu'elles sont, si vous connaissez bien le premier jeu, elles sont simplifiées, elles sont un peu épurées dans ce jeu-ci. Ça ne signifie pas que le jeu est plus simple. On va se lancer dans l'explication des règles et on se retrouve, Aline, juste après pour débuter notre partie. Commençons par la mise en place pour découvrir le matériel du jeu. Au début de la partie, vous allez ouvrir l'almanach sur la page 2. Vous allez placer la figurine de Claire Smith sur l'emplacement numéro 6. Juste à côté, vous placez le plateau action avec 4 ressources de départ. Vous avez une torche, un aliment, une racine et une corde. Vous placez le marqueur de tour sur le premier emplacement. En ce qui concerne les personnages, on joue avec tous les personnages, quel que soit le nombre de joueurs autour de la table. Donc vous placez le petit plateau de Claire Smith accessible à tous. Aucun joueur en particulier ne va le jouer. Par contre, vous répartissez les autres personnages entre les joueurs. Si vous êtes tout seul, vous prenez tous les personnages et sur chacun d'entre eux, vous allez placer 3 jetons d'endurance et le niveau de vie au maximum. Juste au-dessus, vous avez placé le plateau de vol avec la figurine de l'avion qui est placée sur le campement d'Henrik. Alors cette case correspond à cette double page que nous avons juste ici. À côté, vous avez la carte de vol et vous aurez placé les deux marqueurs, le marqueur de point de vie de l'avion et le marqueur de fuel sur le maximum. Vous aurez préparé les cartes événements, les cartes de compétences, les cartes de combat, les cartes d'aventure que vous allez distribuer entre les joueurs. Vous allez également tirer 4 cartes compétences que vous allez répartir entre les joueurs. Attention, la mise en place des cartes va dépendre de votre niveau de difficulté, mais également de votre avancement tout simplement dans la campagne. Vous allez placer également le deck de cartes ennemies sans en changer l'ordre, et vous avez la boîte magnétique. Là aussi, on vous déconseille de mélanger les cartes, c'est pas le but du jeu. Vous allez tirer les cartes en fonction des numéros qui vous seront demandés pendant la partie. Et enfin, une fois que la mise en place est faite, c'est le moment de commencer l'aventure, c'est le moment de prendre l'une des fiches que vous détachez du bloc, il y en a plein, vous allez pouvoir vivre plein d'aventures. Et c'est le moment d'inscrire le nom des joueurs, la date, pour commencer votre voyage dans Sleeping Gods Distant Skies. Chaque joueur autour de la table va jouer à son tour, et un tour de jeu est composé de 4 phases. La phase de pioche, la phase d'événement, la phase d'action et la phase de fin de tour. La phase de pioche, c'est tout simple, vous allez tirer 2 cartes compétences. Attention, votre main est limitée à cette carte.
vous allez pouvoir les regarder, vous allez pouvoir les lire, mais vous ne pouvez pas les expliquer aux autres joueurs autour de la table. Ça fait partie des petits éléments que vous gardez secrets pour vous. À n'importe quel moment, vous allez pouvoir vous équiper d'une carte de compétence en payant le coup. Sur cette carte, on voit qu'il y a 2 petites cartes en haut à droite qui sont dessinées. Vous devez vous défausser de 2 cartes de compétences pour pouvoir vous équiper. Et en plus d'une carte par icône du même type déjà présente dans vos cartes de compétences. Chaque personnage ne peut accueillir que 8 cartes compétences maximum. Et il y a un autre usage à ces cartes compétences. À plusieurs moments dans la partie, vous aurez des tests à effectuer. Ces tests correspondent à différents domaines qui sont représentés sur les cartes. Lorsque vous faites un test, vous pouvez défausser une carte du domaine concerné pour pouvoir augmenter de 1 votre niveau de réussite. Deuxième phase du tour, la phase d'événement. Vous tirez la première carte du deck événement et vous la lisez. Troisième phase du tour, la phase d'action. Vous allez pouvoir dépenser vos 5 unités de temps pour réaliser plusieurs actions. Et, c'est possible, vous pouvez réaliser plusieurs fois la même action. Première action possible, les déplacements. Vous pouvez dépenser une unité de temps par case que vous voulez parcourir. Votre personnage, Claire Smith, ne se déplace qu'orthogonalement. Si je vais sur cette case, je vais donc dépenser une unité de temps. Par contre, si je vais un petit peu plus loin, si je vais jusqu'ici, je vais dépenser donc 2 unités de temps. Quand vous entrez dans une case qui présente un obstacle, comme c'est le cas ici, vous voyez l'icône losange, rivière, vous devez dépenser soit une carte compétence, soit une carte aventure, soit une ressource pour pouvoir l'éviter. Si vous ne pouvez pas le faire et que vous voulez quand même avancer, vous allez prendre 3 dégâts. Et bien entendu, on va pouvoir passer d'une case à l'autre. Vous voyez qu'ici, il y a un indicateur 4. Si je veux me déplacer de ce côté-là, je vais tourner la page et on va découvrir un nouveau paysage. Deuxième action possible, ici je suis sur la case avec un petit 11, je peux explorer cette case. Je prends le livret d'histoire, je cherche le numéro 11 et je lis le texte. C'est là que vous vivez des aventures, il peut se passer plein de choses, vous aurez des choix à faire, vous aurez des tests à effectuer, vous aurez des monstres à combattre. On va s'attarder sur les tests et sur les combats. Lorsqu'on vous demande de réaliser un test dans l'un des domaines proposés, vous allez choisir en premier quel personnage participe au test. Ces personnages vont dépenser un jeton d'endurance. Vous allez additionner les icônes qui correspondent au test que vous effectuez. Vous allez en plus tirer une carte, compétence, regardez la valeur qui est indiquée en haut à gauche, vous additionnez le résultat. Vous n'oubliez pas évidemment les cartes que vous avez éventuellement posées. Vous activez vos éventuelles compétences et vous pouvez augmenter le résultat en défaussant des cartes de votre main. Si le résultat final est supérieur ou égal à la valeur demandée, le test est réussi. De temps en temps, vous allez affronter des monstres et réaliser des combats. Il y a une petite préparation à faire. Vous allez tirer les cartes combat indiquées, vous allez les mélanger, vous allez les poser les unes à côté des autres sur la table. Dans la partie inférieure de ces cartes, vous avez plusieurs indications. Les points de vie du personnage, vous devez les recouvrir pour le terrasser. Vous avez des pouvoirs et vous avez également des indicateurs de force. Ici, on voit 2+1 indiqués dans des triangles bleus. Vous allez prendre les jetons qui correspondent à ces indicateurs de force, vous allez les placer sur le haut de la carte. Lors des contre-attaques, ce monstre va vous faire autant de dégâts qu'indiqué sur la carte, donc ici 2, plus le nombre de marqueurs de force toujours présents sur la carte. Chaque joueur tire une carte de combat plus une par personnage autre que Claire qu'il contrôle. On en vient au tour de combat, chaque joueur va jouer une carte pour chacun des personnages qu'il contrôle. Le joueur actif, donc celui qui contrôle Claire pendant ce tour, aura la possibilité de jouer sur Claire plutôt que sur l'un des autres personnages. Lorsque vous attribuez des dégâts, vous allez placer des marqueurs sur des cases adjacentes. Donc si j'ai placé le premier marqueur ici, je peux recouvrir les points de vie pour essayer de défaire mon adversaire. Je vais placer le second forcément sur une case vide, puisqu'on voit que les 3 cases sont vides tout autour. Et ça va me permettre un peu plus tard de pouvoir recouvrir ici ce marqueur de force pour diminuer la contre-attaque de mon adversaire. Et vous voyez que quand 2 cartes ennemies sont adjacentes, vous pouvez lors d'un même coup toucher 2 adversaires pour peu que les cases soient l'une à côté de l'autre. Après chaque carte attaque, le monstre réplique. Et quand les 4 cartes ont été jouées, on applique le pouvoir éventuel de fin de tour. On rajoute autant de force à l'adversaire qu'il reste de cases force encore visibles. Et si le monstre n'a pas été terrassé, on se relance dans un nouveau tour de combat en commençant par tirer une carte combat par personnage. Troisième action disponible, l'action vol, vous dépensez 2 temps et vous pourrez déplacer votre avion sur une autre case. Vous dépensez un fuel et vous prenez autant de dégâts sur l'avion que le nombre de cases parcourues auxquelles vous ajoutez la valeur d'une carte compétence tirée au sort. Vous voyez sur le plateau vol que vous pourrez payer 2 ressources sur la dernière case pour pouvoir refaire le plein. Ça peut être utile pour vous déplacer. Quatrième action possible, l'action réparer, ça vous coûte un temps. Claire doit se situer sur le même lieu que l'avion. Vous faites un test de réparation. Si votre résultat est de 0 à 8, vous réparez un dégât de l'avion. S'il est de 9 et 10, vous réparez 2 dégâts de l'avion. S'il est de 11 ou plus, vous en réparez 3.
Cinquième et dernière action possible, elle est gratuite, celle-ci c'est l'action campement. Chaque personnage remonte son endurance à 3, gagne 2 points de vie, vous pouvez enlever un marqueur d'état d'un des personnages, vous mélangez la défausse de carte aventure, vous la distribuez entre les joueurs, et vous n'oubliez pas de barrer sur votre feuille d'aventure une icône campement. Si jamais vous n'avez dépensé que 4 unités de temps et pas la cinquième, vous avez le droit de passer, c'est marqué sur le plateau. Dans ce cas-là, vous donnez ce jeton au joueur suivant qui aura le droit à une unité de temps supplémentaire. Phase de fin de tour, on vérifie les événements de fin de tour et la main passe au joueur suivant. Vous connaissez à présent les règles du jeu, vous voyez qu'elles sont très simples. Évidemment, elles seront enrichies par toutes les nouvelles cartes qui sont cachées à l'intérieur de ce livre, par toutes les histoires que vous allez vivre. Mais tout cela, vous le découvrirez en lançant votre partie de Sleeping Gods Distant Skies. On se retrouve pour notre partie, on va commencer par remplir la petite fiche de voyage en marquant la date. On est le 17 mai 2026, évidemment. Je vais essayer d'envoyer cette vidéo dans le passé avec le portail temporel. Dans le passé on a ou découvert. dans le futur? Dans le passé, ça serait bien qu'on diffuse cette vidéo en 2024. D'accord, ok. On va marquer le nombre des joueurs, donc il y a Aline, ça sera toi. Et Dag. moi, je vais m'appeler, comment je vais m'appeler Martin. Michael. Ah, tu Michael. Moi j'ai toujours rêvé de m'appeler Michael. Et on est dans un jeu de société, on peut vivre les aventures qu'on veut. ouais. Et on va commencer par se répartir les personnages. Alors là par contre ils ont déjà des noms, on ne pourra pas les improviser. Alors Claire Smith, tout le monde la joue. C'est le D'accord. joueur actif qui décide comment il l'utilise. Par contre, on a 4 autres personnages, quel que soit le nombre de joueurs autour de la table, on les répartit entre les joueurs. Est-ce qu'il y en a que tu souhaites prendre en priorité? Moi j'ai envie de dire Jessie, come home. There's the home again. C'est une vieille chanson. D'accord. Ben, moi, je vais prendre Ezarius. Hop. Et je vais prendre... Tiens, lui, il a une belle... J'en prends 2, hein, comme tu as choisi le premier. Il a un bouc. Moi je vais prendre Miguel, ça tombe bien, c'était celui que je voulais. Hop, parce qu'il est expert en œuvres d'art fausse. Enfin, toi, il détecte les falsifications. On va mettre Claire entre nous deux. Et ensuite, les autres joueurs, on va pouvoir leur ajouter plein de fonctions particulières. Tu as notamment des cartes. Il faudrait que tu regardes s'il y en a certaines que tu peux utiliser. Alors, pas tout de suite. On va commencer par lire le début de l'aventure. Nous avons, dans le livret, sur la mise en place, une petite bande dessinée. On va vous la montrer au fur et à mesure. Regarde, hop. Ça raconte le début de l'histoire. Donc, c'est très, très immersif. Évidemment, nous, on a pris le temps de traduire le texte pour pouvoir vous le lire de manière un petit peu plus fluide. C'est toi qui t'en es chargé, Aline. Ouais. Je te propose de nous raconter ce que l'on découvre sur les premières cases de cette bande dessinée. Alors, c'est vraiment la bande dessinée qui va vous mettre dans l'ambiance. On est en 1937 et toute une équipe hétéroclite se trouve à bord d'un vol qui décolle de San Francisco en fin de journée. Ça, c'est ce qu'on nous explique ici. Il s'agit de Claire Smith, de sa cousine Jessie. Jessie, elle se rend à Hawaï pour voir son père. Il y a aussi un marchand d'art et son futur gendre qui est expert en œuvres falsifiées. Peu de temps après le départ, un phénomène étrange se produit dans le ciel. C'est une sorte d'œil magnétique qui attire l'avion. Un flash lumineux les aveugle, toi c'est ce qu'on voit là, et ils se retrouvent dans un univers qui est brumeux, qui est avec des pics rocheux, tu vois. Ils sont poursuivis par une créature primale qui a vraiment une tête de ptérodactyle. Ah, c'est un ptérodactyle, là. Très très clairement. C'est pas San Francisco, je m'y connais. On voit qu'ils sont observés par des personnes qui semblent certaines qu'ils vont mourir. Et contre toute attente, ils survivent, ils parviennent à atterrir près d'un campement. Un homme sort d'une des tentes de ce campement et s'adresse à eux, leur expliquant que lui aussi, il est rescapé d'un atterrissage forcé, que les autres passagers de son vol sont morts ou alors perdus. Il a une très belle moustache. Hein. Ouais. Ah, on commence à découvrir d'autres personnages, on n'est pas tout seul dans cet univers-là. Il lui explique aussi que l'avion de Claire est leur seule chance à tous de s'échapper de cet endroit, puisqu'un monstre a détruit le sien. Et déjà, le terme de monstre, on sait qu'on va devoir se battre. Ça avance déjà dans l'histoire. Il nous explique encore qu'une mystérieuse femme plus au nord connaît le moyen d'endormir ce monstre, et que c'est la seule façon pour eux de s'échapper. Alors ils décident tous ensemble de partir à la recherche de cette femme mystérieuse. Malheureusement, dans la brume et la nuit, ils se perdent et se trouvent confrontés à un choix. Soit on va trouver un passage, une voie, soit on va tester notre courage viscéral. Tu vois, Moxie, c'est un petit peu ça l'idée. Et si on se trompe, on devient une poule mouillée. En tout cas, c'est l'impression que nous donne le petit marqueur. Alors, on va regarder un peu les marqueurs qu'on a ici sur cette icône violette, donc c'est le courage. On en a pas mal quand même, et c'est un test de 7. Sur le test de perception, 1, 2, 3, 4, 5, on en a 5, et il faut réussir 8. Ça paraît plus complexe hein, quand même. Alors que le courage, on peut peut-être y arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Je peux en défausser une, on est à 7. Par contre, si chacun participe au test, chacun va perdre une endurance. On le fait. On le fait, allez. Bon, comme ça, on part avec un petit handicap, c'est parfait. Hop, hop, hop. Ça, Tous les personnages ont participé. Je défaussais cette carte-là pour augmenter la réussite. On fait pile 7. On a testé notre courage, c'est bon, on peut continuer l'aventure. Alors que nous voyageons dans l'obscurité, un homme surgit, il surgit des bois et il nous fait signe de le suivre. Et c'est Ezarius, et c'est toi qui as pris son personnage. Oui. Ezarius, bon, il est décrit dans l'histoire, et on nous dit qu'il nous incite à le suivre parce qu'il nous emmène vers la femme qu'on cherche. Mais attention, des monstres fantomatiques nous suivent et nous attaquent. Et ce sont ces monstres-là. Donc c'est les cartes combat 12 et 13, et là, de la même façon, on va découvrir comment fonctionne le combat. Alors c'est pas la partie la plus intéressante de l'histoire qu'on est en train de vous faire découvrir. Évidemment, le cycle de l'aventure sera plus riche, et vous aurez des choix. Ici, c'est vraiment le tutoriel de début de partie, mais d'un autre côté, bah, c'est presque dommage de s'en priver, parce que ça montre vraiment comment les combats fonctionnent. C'est le début de l'histoire aussi. Mais oui. Donc ici, on a les cartes 12 et 13. Donc au début du tour, vous les mélangez. Vous faites une ligne avec ces cartes de monstres que vous allez devoir affronter. Première chose que l'on fait, on va, pour réaliser un combat, tirer une carte combat par personnage que l'on joue, sauf Claire Smith. Donc là, tu vas prendre 2 cartes combat. Merci. Moi, je vais prendre 2 cartes combat. Et également, une carte combat par joueur. Ensuite, on va préparer notre adversaire. On va regarder la force qu'il aura lors de ses répliques, parce qu'il va pouvoir contre-attaquer. De base, il va faire une contre-attaque de 2, plus le nombre d'icônes qui sont présentes en bas. Et on va le placer sur la carte. Il y en a 6 pour l'instant. 3 ici. 3 ici, donc il fait très très mal quand il contre-attaque. Et à chaque carte que l'on joue, il contre-attaque juste derrière. Donc l'un des objectifs que l'on peut avoir, c'est d'essayer de recouvrir ces différentes icônes pour baisser sa force. Alors je vais commencer. Alors vous avez une aide vraiment dans le livre de jeu, vous allez pouvoir suivre vraiment un tutoriel. Nous on va le jouer normalement. Je vais jouer un pistolet et je vais utiliser, c'est Ezarius qui va attaquer. Allez, hop, il attaque. Donc 4 dégâts plus un lancer de dés. 0. Ah, c'est bien, lui, ça va aller. C'est moi que je fais ça. Donc je fais 4 dégâts, j'utilise les marqueurs. Alors vous voyez que sur les cœurs qui sont indiqués, il y a parfois des indicateurs avec 4. Donc là, il faudrait mettre les 4 sur le même pour pouvoir taper à cet endroit-là. Après, je sais qu'il va m'attaquer juste derrière, j'essaye d'analyser. Alors je vais placer un dégât ici, envoyer 4 dégâts à un joueur, ça c'est une action de fin de tour quand on aura joué les 4 cartes, donc j'ai pas trop envie qu'elle reste. Hop, on va recouvrir ça. C'est annulé. Après, je vais enlever 3 marqueurs de force. On place les différents marqueurs les uns à côté des autres, donc ils sont adjacents. On voit que je peux toucher les 2 cartes. Et comme j'en ai enlevé 3, hop, on va en enlever 3. Yeah! Okay. Ensuite, les monstres contre-attaquent. Donc là, ce monstre va me faire 2 attaques plus le nombre de marqueurs, ça fait 3. Ouais, c'est bien notre guide qui soit bien attaqué dès le départ. Ouais. C'est celui qui sait où on doit aller. Si tout va bien. Quoi. Bah ouais, mais c'est aussi mon dé qui fait pas des bons résultats. Moi, je pense que je peux te montrer comment on joue. Regarde, tu vois cette carte? Ah, voilà. C'est la même. Alors moi, je vais jouer avec Miguel. Ok. Et on va attaquer aussi, on lance le dé. 3, c'est plus. 3, donc on fait 7. 7. Ah là, tu as peut-être la possibilité de couvrir des fonctions de fin de tour. 3, 4, 5, 6, 7. Et 7. Donc là, ce monstre réplique. Tu as recouvert son dernier élément de force, donc il ne fait que 2 dégâts. C'est mieux, hein? Ouais, c'est mieux. Ouais. Et là, on a un symbole de fin de tour qu'on a recouvert ici. Ça nous donnerait juste un peu de folie. Donc, on aurait une icône folie. C'est bien, on ne l'aura pas sur ce personnage-là. Mais là, attention, il y a celui-ci qui est toujours en vie. C'est qui attaque? Alors, il nous reste Jessie et Ed. Ça pourrait être moi, parce que moi, j'ai une carte qui est majorée si je la joue avec Jessie. Alors, attends, ce qu'on a oublié aussi, c'est de donner les petits marqueurs de synergie. J'aurais pu te le donner, fais voir, mais tu n'en as pas eu besoin. Moi, quand j'ai joué, il fallait que j'en donne à un des personnages, donc évidemment à Jessie. Et toi, quand tu as joué avec Miguel, est-ce que tu as recouvert, oui, ici, un marqueur de synergie? Donc, il faut me le donner à Ed, qui n'a pas encore joué, ça paraît logique. Moi, je peux donc combattre avec Jessie. Tu vois, j'ai la carte bâton de Jessie. Et du coup, quand c'est elle qui l'utilise, la batte, et ben, ça me donne un dégât en plus. Ok, bah vas-y. Donc, j'ai déjà 2 de base, plus je lance le dé. Sur moins moi, 1, c'est pas mal. Plus 1, donc 2. C'est quand je pense que je voulais te montrer comment on joue. Donc bon, bah faisons ça. Elle a fait 2, Jessie. Ouais. Alors là, sur cette carte, tu as des icônes de bloc. Donc tu vas pouvoir bloquer des attaques que l'ennemi te fait. De base, tu en bloques une quand il attaque. Si tu actives ta synergie, tu vas le faire, je pense, tu vas pouvoir bloquer 2 attaques de l'ennemi.
Hop, j'active ma synergie. Parce que je pense que ça va être compliqué de tout détruire avec juste 2. Ouais, alors t'attaques quoi là? Bah là, t'as qu'un seul choix, je crois. Hein, c'est ici, en bas. Ouais. Les 2 cœurs. J'aurais pu aussi mettre là et là, tu vois. Mais pour non, c'est enlever pas ça. adjacent à ce que t'as déjà fait. Ah oui, c'est vrai. Et ben je me mets là, effectivement. Et donc là, il te fait des dégâts. Donc 2 plus 2, ça fait 4. T'enveloppes 2, parce que tu as défaussé celui-ci. Tu prends 2 dégâts seulement. Alors juste là, par contre, tu as donné les dégâts de Miguel à Jessie au premier tour. Faudrait lui rendre. Hein? Ouais. Si je puis me permettre. Alors moi, je vais faire une petite attaque tactique avec elle, c'est Claire Smith. Je vais utiliser, donc je n'utiliserai pas Hello, il regarde ça de loin, il n'a pas envie d'attaquer. Il est un peu frileux. Non, donc, mais de il a base, son beau costume, il veut pas se tâcher. j'enlève les 2 forces. C'est malin! C'est pas mal ça. C'est malin, ça servira plus à rien de les recouvrir du coup. Et ensuite, je vais pas lancer de dés parce que c'est pas indiqué et je fais qu'un seul dégât. Bah, c'est déjà pas mal. On va pas se plaindre. Hop, un dégât que je mets ici, comme ça on va éviter d'avoir un marqueur supplémentaire. Ouais, tant mieux. Je pouvais relancer le dé avec Claire en dépensant une endurance, mais comme je ne le lance pas, je ne vais pas le faire. Et on a fini de jouer les 4 cartes. Alors déjà, il réplique, il va me faire 2 dégâts uniquement. Pan! C'est pour Claire. Et ensuite, bah, c'est la fin d'un tour de combat. Donc là, on va appliquer les effets de fin de tour. Il fait 4 dégâts à une personne. Je pense que c'est Ed. Il n'a pas regardé, mais il s'est pris 4 dégâts. Donc on va passer au deuxième tour de combat. Alors déjà, on va rajouter sur les monstres les icônes toujours présentes. Donc on remet 2 marqueurs. Bah, du coup, il va peut-être falloir les recouvrir, on va voir. Ensuite, on va tirer une carte combat par personnage que l'on joue. Voilà, c'est bon, il est plié, on a terminé les combats, il contre-attaque quand même, donc il fait 2 dégâts. Tu peux pas les bloquer, tu prends 2 dégâts. Le combat est terminé, on est toujours dans la phase un peu tutoriel, elle est super parce qu'elle permet vraiment de se rendre compte comment le jeu fonctionne. C'est le même système sur les combats, on va pas vous les remontrer à chaque fois qu'on joue, on continue à lire l'histoire et à découvrir l'univers de Sleeping God Distant Skies. Alors on a toute une page de texte avec Ezarius qui parle et puis la fameuse femme que l'on cherchait. Ezarius nous amène près d'une roche recouverte d'inscriptions, près de laquelle se tient une femme mystérieuse dont le visage, on le voit, et les cheveux semblent scintiller. Elle se présente à nous comme la déesse Mikra. Elle explique que depuis leur réveil, il y a 8 ans, le pouvoir des dieux est en constante diminution. Alors certes, elle va pouvoir nous aider, mais elle a avant tout besoin de nous pour survivre, car le dieu Orphash cherche à la détruire. Elle a besoin du pouvoir des totems. Les totems, c'est des pierres spéciales qui ont été cachées, elles ont même été oubliées et elles semblent vidées de leur pouvoir. Mais si on rassemble les bons ingrédients, elle pourra faire plein de trucs. Elle pourra régénérer les totems, elle pourra se régénérer elle-même, elle pourra calmer le monstre et elle pourra vaincre Orphash. Ezarius est censé nous aider dans cette quête, mais le temps presse car le portail ne restera pas ouvert très longtemps. Alors, tu m'as dit Orphar avant de lire le texte. Ouais. Tu as changé en cours de lecture. Écoute, je sais pas, je sais pas trop comment ça se prononce. Beaucoup d'inspiration. Donc dans le livret, on nous indique que l'on commence avec des cartes quêtes, les cartes 14, 15, 16, 17 et la carte quête 128 également. Donc ça va nous permettre justement, on est en train de chercher ces totems avec celui-ci a un croissant dessus. On va essayer de trouver les autres, on va essayer de les régénérer. C'est ce qui nous est indiqué dans les différentes cartes quêtes. 14, 15, 16, 17 et 128. Est-ce que ce ne serait pas la dernière? Non, c'est pas du tout la dernière. Il y en a énormément, hein, parce que la dernière, c'est la 214. Vous aurez vraiment de quoi vivre de grandes aventures dans ce jeu. 128. Donc ici, on a les différentes pierres qu'il va falloir régénérer. On voit même ce qu'il nous faut pour les régénérer. On a les indications dessus. Oui, parce que ce qu'elle nous a dit, Mikra, c'est qu'il y a des ingrédients qu'on va devoir aller collecter pour pouvoir régénérer les pierres. Ici, elle a besoin d'ingrédients. On a une carte avec il y a des mots-clés dessus. Celle-ci, elle a le mot-clé Moon. Donc lune, on va la placer en dessous des 8 premières cartes événements. Et quand on va la tirer, on va pouvoir lire le texte numéro 98. On passe maintenant à un tour classique. On a fini le tutoriel et on va commencer à faire nos propres choix. Parce que dans le tutoriel, on est très guidé quand même. On affronte le monstre, on n'a pas le choix, c'est celui-ci. On doit avancer en lisant le texte. Alors c'est moi qui vais jouer. Je suis le premier joueur, je te propose. Hein. Oh, vas-y. Voilà, je suis le premier joueur, donc je joue. Et on commence par tirer 2 cartes de capacité que je vais rajouter à ma main. Donc ces cartes-là, elles sont bien pratiques et je vais pouvoir faire développer justement mes personnages en pouvant les placer devant moi. J'en ai quelques-unes. C'est là qu'on commence à avoir des choix. Ensuite, je vais pouvoir lire la carte événement. Hop, première carte d'événement.
un esprit voyageur nous hante pendant la nuit. Ah là là, là 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 là. Donc on va gagner, on va gagner une démence, un jeton de démence, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est ce type-là. C'est Madness, de folie. Donc je vais placer ça. Bon, en tout cas, c'est une ressource supplémentaire qu'on va placer ici. Merci, esprit voyageur, pour cette belle aventure. Hop. Ensuite, je vais pouvoir faire mes différentes actions. Donc là, pour l'instant, j'ai mes 5 actions. On est sur cette case-là. La logique voudrait qu'on explore cette case. J'ai regardé ce qui s'y passe. Hein, je te cache pas, mais là, on est filmé. On est dans une aventure. Vous allez découvrir ce qui va se passer. Je te propose, Aline, de laisser la surprise. À ceux qui nous regardent, de regarder ce qui va se passer, d'explorer, parce que c'est naturel en fait. Tu arrives à un endroit, tu explores. Hein, avant de partir, c'est comme ça qu'on le fait. On va plutôt se déplacer. Enfin, moi, je te propose de se déplacer d'une case, ça dépense une unité de temps. De 2 cases, il n'y a pas d'obstacle particulier, on dépense une deuxième unité de temps. Voilà. Et on se retrouve ici. Donc, on est sur le numéro 7. Le numéro 7, cette fois-ci, j'ai envie de l'explorer. Bon. Alors, je me retrouve face au chapitre 7. La première chose qu'on nous dit, si on a le mot-clé salamandre, on va en 7.6. Non, on a le mot-clé on a Moon. Pour l'instant, on a Moon. On pourrait en avoir plusieurs, hein. Pour l'instant, on ne l'a pas. Les rochers saillants sont couverts de mousse et glissent comme des draps de satin. J'ai envie de dormir. À leurs pieds, vous apercevez un ensemble de grottes béantes. Vous et Jessie, c'est toi qui joues Jessie. Ouais, c'est moi qui ai Jessie. Décidez d'y jeter un œil. On est intrépide, moi je sens qu'on est intrépide. Ouais. Elle s'élance et vous la rattrapez alors qu'elle trébuche sur les premiers graviers. Franchement. Intrépide et maladroite. Bah oui. Merci Claire, c'est toi qui dis ça. Ouais. Je suis sûr que grand-père serait content que tu sois là pour veiller sur moi. Vous voulez rire, répondez-vous. Georges pensait que j'étais irresponsable. Non, il t'a toujours plus aimé que moi, répond Jessie. Une petite crise de jalousie. Je lui ai demandé tellement de fois de m'apprendre à piloter, et tu sais ce qu'il m'a répondu? C'est trop dangereux? Non, que je n'avais pas l'intelligence pour cela. Ah, tellement agréable. Très agréable. Jessie chute dans une pierre qui dévale la pente. Et puis, il t'a appris à toi. Bah oui, il a appris à Claire à piloter l'avion. Elle sait piloter l'avion? Eh ben, c'est une bonne chose, parce qu'on a un avion. Alors, c'est peut-être un peu notre seule façon d'en sortir de ce pays un peu bizarre. Alors, à chaque chapitre, on a des choix à faire. C'est là qu'on a les premiers choix, A, B ou C. Est-ce qu'on lui dit à Jessie qu'on va lui apprendre à piloter un avion? Est-ce qu'on lui dit qu'elle aurait pu se défendre? Ou alors, est-ce qu'on dit quelque chose de désagréable à propos du grand-père? Naturellement, tu dis quoi, toi? Déjà, je dis pas qu'on va lui apprendre à piloter un avion parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Ouais. Mais d'un autre côté, s'il y avait 2 personnes qui avaient cette capacité, ce serait pas mal. Vous dire du mal du grand-père, je vois pas pourquoi. Ouais. Et rester une 3e truc, c'était... Ouais, qu'elle aurait pu se défendre. Ben, finalement, apprenons-lui à piloter. Georges a le culot de parler d'intelligence. Ce type serait incapable de tenir les comptes d'une entreprise, même s'il avait Einstein comme professeur. Ok. Oui, j'ai opté pour dire du mal du grand-père. Oui, je vois bien. C'était le plus logique. Il est très intelligent, ça c'est Jessie qui répond. Grand-père a bâti son entreprise à partir de rien. Est-ce qu'il sait que tu parles de lui comme ça? Vous rougissez de honte, je rougis de honte. Oh ouais. J'aurais pas dû dire du mal du grand-père, c'est toi qui avais raison, Aline. Jessie, pardon. On passe au chapitre 7.4, là on n'a pas le choix, il n'y a qu'une seule option possible, passer au 7.4. À l'entrée de la grotte, des chauves-souris jaillissent de l'obscurité en poussant des cris aigus. Je crois qu'on a trouvé le repère de Batman. Jessie tombe en arrière alors que l'une d'elles lui griffe le visage. Alors là, si t'es un peu projeté dedans, je crois que ça fait partie des trucs qui... c'est ta hantise. Personnellement, j'aurais détesté ça. Donne-moi ma batte, crie-t-elle. C'est pourquoi c'est moi qui la batte. Je sais pas, mais moi... Garde ta batte. C'est fou ça. Hein. J'adore la batte. Jessie perd un point de vie. Oh, mais bien fait pour toi. Mais t'as qu'à pas partir à l'aventure avec moi. Alors, première option. Comme si j'avais eu le choix. Aline, on combat les chauves-souris. C'est logique. Hein. Ou alors, on fuit. Ah, t'as une batte. De toute façon, on n'est pas arrivé là pour fuir. Ouais. On n'est pas comme ça, nous. Ok, alors on fuit. Je suis tous tes choix. Vous évitez les seins de chauve-souris et vous courez dans l'obscurité. Obstacle, obscurité, on perd une torche ou alors on prend 5 dégâts et on est effrayé. Est-ce qu'on a une torche? Oui, on a une torche, on perd la torche. On va pas prendre 5 dégâts. Non, on va pas prendre 5 dégâts. Pitié. L'air se réchauffe et les chauves-souris cessent leur assaut. Ah, bah tu vois qu'on a bien fait de fuir. Tout va bien. De la vapeur âcre s'échappe des geysers dans le sol et vous étourdissent. Vous vous demandez si vous avez des hallucinations lorsque 4 yeux globuleux vous scrutent.
Ok, je pense qu'on n'a pas d'hallucination du coup. Il se rapproche et la caverne tremble lorsqu'une énorme salamandre apparaît, ses vieilles écailles ondulant sous sa peau transparente. Ok. Super description. Alors, on a un test de courage déjà à faire. De 9. Donc le courage là c'est le violet. Donc moi j'en ai 2 déjà de base. Jessie en a 1. Ouais. Ok. Et on a des petites cartes. Compliqué. On a des cartes qu'on peut défausser, mais il faut faire 9. Hein. On va jamais y arriver. On prend une icône de peur, c'est super. Et ensuite, donc on a perdu ce test. En même temps c'était des chauves-souris. Ouais, je comprends qu'on ait perdu ce test. Tourne tout boss 2. Donc c'est en anglais. Hein. On tourne à la page suivante. Et là, bah voilà. Là, vous voyez, on vous le montre hein, quand même dans cette vidéo. On se retrouve face à un boss, c'est le numéro 2, c'est pas le plus dur. Et il a 4 yeux globuleux, donc narrativement, c'est un petit peu chaud. Il y a encore quelques trucs. Ah oui, parce qu'en fait, on va l'attaquer par morceaux du corps. Oui, exactement. Tu peux attaquer différents morceaux du corps. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a pas mal. Alors, on va pas faire le combat là. Vous avez vu comment fonctionne un combat. Vous voyez le boss. On voit ce qui se passe. C'est une salamandre de feu. Ok. Alors c'est intéressant parce que ça vous permet de voir que à la fois vous avez des boss à l'intérieur du livret, donc vous avez des surprises. Il y a des pages comme ça qui sont beaucoup plus impressionnantes que les autres. Vous avez un petit texte qui est expliqué là en bas qui va vous permettre aussi qu'on peut se sauver de ce combat à la fin d'une phase ennemie. Et si on le fait, on va prendre la carte numéro 29, donc on va pas découvrir ça maintenant. Ouais, donc on se serait enfui à retourner. Ben on va forcément, tu peux pas l'affronter. Tu as vu le nombre de points de vie qu'il a. On va jamais y arriver. Nous, on n'est pas équipés pour affronter ce. Disons que notre aventure, elle s'arrêterait vite là. Non, bah voilà, on a trouvé une grotte, on a foncé dedans sans aucune raison valable. C'est pas du tout ce qu'on fait à la première aventure. Évidemment, on va pas rentrer plus en détail là-dessus. On arrive à la fin de cette vidéo, on ne va pas vous en dévoiler davantage, je voulais vous montrer de quoi il retourne. Je pense que vous avez compris comment fonctionne Sleeping Gods Distant Skies. Vous savez de quoi il retourne. Vous savez si vous avez les joueurs pour y jouer, vous savez si vous avez envie tout simplement. Moi j'ai bien envie de continuer l'aventure. Moi j'ai envie de bouger cet avion, j'ai envie de tourner les pages, j'ai envie d'utiliser à nouveau cette batte de baseball. Enfin voilà. Ouais. On va voir si tu sais te servir d'une batte de baseball. J'ai envie de plus voir de chauve-souris non plus, tant qu'à faire. Sleeping Ghost, donc ça existe déjà, il y a une extension aussi, hein. Primeval Peril, donc je connais pas le nom français, mais en tout cas voici l'extension de Sleeping Ghost. Ça c'était pour la boîte de base avec le bateau. Pour cette nouvelle boîte, je ressors la boîte, c'est le jeu de Ryan Locat. On vous donne tous les liens en description de la vidéo pour faire le financement participatif si jamais vous regardez cette vidéo au moment du financement participatif. Et puis nous, Aline, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne. À bientôt.